Pourquoi on n'a jamais fait mieux que la série animée Batman des années 90 ? Pour moi, c'est encore à ce jour l'œuvre audiovisuelle la plus complète et la plus remarquable à laquelle Batman a eu droit, et ce pour 3 raisons bien précises. On voit ça tout de suite. Salut tout le monde, c'est Déborah, et aujourd'hui au programme c'est bonheur et nostalgie, puisqu'on va reparler de Batman, la série animée de ses chers Bruce Timm et Paul Dini. Non, parce que la trilogie Batman de Nolan c'était chouette, je dis pas le contraire, mais avec le recul c'était pas non plus un chef-d'œuvre, et The Batman avec Robert Pattinson c'était... Non, c'était pas si bien que ça en fait, c'est bon, Antoine n'est pas là, on peut se le dire. Mais enfin bon bref, revenons sur les 3 grandes raisons pour lesquelles cette série reste indémodable et indépassable, au-delà de sa VF absolument géniale et de son générique incroyable que vous allez avoir en tête toute la journée. Ça commence par... Ta-da-da. Ta-da-da, ta-da-da. Dun, 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 dun. Tu, 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 tu. C'est vrai que j'aurais pu ouvrir le capot. Il y a un beau moteur, c'est de la belle carrosserie quoi. Enfin bon bref. La première raison selon moi qui fait que la série animée Batman est une pépite, c'est sa portée philosophique et l'introspection poussée de Bruce Wayne. Contrairement au cartoon Superman des Fleischer ou au Batman Kitsch d'Adam West, qui avait un esprit bien plus candide avec une vision plus manichéenne, le bien contre le mal, la raison contre la folie, l'ordre contre le chaos, etc. La série de 92, elle, a remis en avant la complexité et l'ambiguïté du personnage dans la veine du précédent film de Tim Burton, tout en empruntant légèrement au Dark Knight Returns de Frank Miller. Du coup, on a un Bruce Wayne moins idéaliste, plus faillible et par ricochet, un Batman plus dur et inquiétant, qui prend même d'ailleurs souvent l'allure d'un prédateur tapis dans la nuit, même si la voix de Richard Darbois apporte un peu plus de chaleur. Toujours est-il que Bruce est cafardeux. Les épisodes nous montrent à quel point c'est un homme seul et triste, qui a des doutes existentiels parce qu'il est tiraillé entre une vie normale, comme l'auraient voulu ses parents, et sa vie cachée de justicier. Il y a donc la volonté de faire du costume de Batman un fardeau, un poids de plus en plus dur à porter, et pas seulement l'expression de l'héroïsme de Bruce et de son dévouement pour Gotham. Et ça, c'est au centre de plusieurs épisodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos épisodes préférés, et si vous aussi vous trouvez que The Batman, franchement c'est pas ouf. Dans Épouvantable Épouvantail, Bruce a une vision de son père qui lui reproche de lui faire honte. Dans Rêve ou Réalité, il est malgré lui plongé dans son propre subconscient. Il imagine alors que ses parents ne seront pas morts et que Batman est quelqu'un d'autre. C'est la première et même la dernière fois qu'on peut voir un Bruce Wayne parfaitement heureux, le temps de quelques minutes, jusqu'à ce qu'il se batte violemment avec son alter ego et se réveille. Dans Remords, comme le titre l'indique, il remet en question le bien fondé et l'utilité de Batman, tandis que dans L'étrange machine du Docteur Strange, il reconnaît que c'est la haine et le désespoir qui ont motivé ses envies de vengeance. Et justement, cette frontière très mince entre la justice nécessaire et la vengeance aveugle, c'est aussi une thématique récurrente de la série, mais aussi du merveilleux film Batman contre le fantôme masqué, qui souligne avec gravité sa dualité, le fantôme masqué étant globalement ce qu'il serait devenu s'il n'avait pas établi son code moral. On y apprend aussi que ce n'est pas uniquement la mort des époux Wayne qui a donné naissance à Batman, c'est aussi un chagrin d'amour puisqu'il a embrassé son identité secrète après que sa fiancée l'a quitté, donc le jour où il a définitivement abandonné l'idée même de bonheur. Cette ère pathétique et dépressive rejoint en fait la mélancolie générale de la série, qui lorgne sur les polars urbains et les films noirs, le générique pour preuve, ce qui n'est vraiment pas une évidence pour une série vendue essentiellement à des enfants. D'ailleurs, bref parenthèse, c'est Bruce Timm qui était chargé de la direction artistique sur la série. C'est donc à lui qu'on doit ce Gotham Art déco qui pousse encore plus loin les références à l'expressionnisme allemand déjà très présent chez Burton, avec ses visions angoissantes, les perspectives déformées par la hauteur des bâtiments, les traits anguleux, les couleurs pourpres et les jeux de clair-obscur, sans oublier les touches plus gothiques comme l'asile d'Arkham. Et en parlant d'Arkham, ça nous mène tout droit à notre deuxième argument. La série est géniale pour son traitement des méchants. Bon, dès le premier épisode, on a le droit à la transformation cauchemardesque du Dr Langstrom en Man-Bat, mais c'est pas tant l'aspect effrayant des antagonistes que je trouve brillant, c'est simplement leur écriture, surtout pour quelques-uns d'entre eux bien précisément. C'est le cas pour Harvey Dent, donc qui devient double face, ironiquement dans le premier double épisode de la série. Paul Dini a réécrit entièrement
clairement son origin story en insistant sur sa perte de contrôle et le fait qu'il tombe progressivement dans la folie. Il met aussi en lumière toute la culpabilité de Bruce et l'impuissance de Batman, ce qu'on retrouvera des années plus tard dans The Dark Knight de Nolan, qui pour moi et pour beaucoup de monde est l'opus le plus réussi de la trilogie. Parmi les meilleures réécritures de personnages, il y a celle de Gueule d'Argile, mais surtout celle de Monsieur Freezer. Non, pas lui. Voilà, Victor Fries, de son vrai nom, était un méchant de second plan plutôt ridicule avant l'épisode Amour on Ice, un petit bijou de douleur et de morosité, et un des rares épisodes réalisés par Bruce Timm lui-même, ce qui a d'ailleurs valu à la série un Emmy Award. Pour lui donner de la consistance, Paul Dini a mis une romance tragique inventée de toutes pièces au centre de son existence. Il en a fait en fait un être torturé et romantique qui force l'empathie, aussi bien celle de Batman que la nôtre. Même les créateurs l'ont finalement libéré de son malheur dans le film Batman et Mr. Freeze Sub-Zero en 98, en lui offrant une belle fin douce amère par rapport à sa femme Nora. D'autres méchants, plus anecdotiques et beaucoup moins profonds, permettent quand même d'aborder les fractures socio-économiques qui minent Gotham, comme le roi des égouts avec ses enfants esclaves qui vivent sous terre avec lui, ou l'épisode Les oubliés du Nouveau Monde où des sans-abri disparaissent dans l'indifférence la plus totale. Bon, après ça n'est pas incompatible avec une dimension purement humoristique. Un autre épisode que j'adore, c'est Il s'en est fallu de peu, où les principaux ennemis de Batman font une partie de poker et racontent à tour de rôle la fois ils ont failli le tuer. Et évidemment, comment parler des méchants qui gravitent autour de Batman sans parler de son némésis ultime, le Joker. Non, pas lui. Voilà. Donc, il apparaît dès le deuxième épisode où il s'évade de l'asile d'Arkham. On s'est pas risqué comme avis, mais c'est le meilleur Joker, en VO avec Mark Hamill ou en VF avec Pierre Athé, parce que c'est une boule à facettes bourrée d'explosifs. Bon, c'est d'abord un bouffon au sourire carnassier, il est assez puéril la plupart du temps, il adore se mettre en scène, mais il n'a pas d'origine story. On a vite fait une photo de lui avant sa transformation et une mention de son vrai nom, Jacques Napier, et c'est à peu près tout ce qu'on sait de concret sur lui, à l'inverse du Batman de Burton qui a réécrit son origin story. Là, il est à la façon du Joker de Heath Ledger, l'incarnation du mal et de la décadence qui ronge Gotham, et en plus cette fois c'est pas lui qui a tué les parents de Bruce Wayne. Il est drôle par son absurdité, il a des plans aussi lunaires que machiavéliques, là, comme avec ses poissons infectés, mais ce que je préfère, c'est vraiment sa relation malsaine et obsessionnelle avec Batman. Et notamment la fameuse question de qui, de l'œuf ou de la poule, de Batman ou de Joker, était là avant, qui a créé qui. Et en fait, est-ce que l'un peut exister sans l'autre? C'est plus ou moins ce que raconte l'épisode L'homme qui tua Batman, dans lequel un petit malfrat surnommé Sid l'Encorné, oui, réussit l'impensable, tuer Batman. Sauf qu'au lieu de gagner le respect de tous les autres méchants de Gotham, le Joker organise des funérailles. Il est totalement déboussolé et démotivé par le crime qu'il trouve moins amusant sans Batman, tandis que les autres méchants, eux aussi, n'ont plus de repères, étant donné que Batman, c'était celui qui leur donnait un but commun, qui d'une certaine façon les unissait et les empêchait de s'entretuer. Bien sûr, le Joker peut aussi être sadique et très inquiétant. Je pense surtout à l'épisode où il traque un pauvre monsieur tout-le-monde qui a eu le malheur de le klaxonner dans les bouchons. Bref, c'est un pur psychopathe et pas juste un gars fantasque qui fait tout ce qui lui chante. Ça, c'est plutôt la personnalité d'Harley Quinn, qui est d'ailleurs la troisième raison pour laquelle la série a été aussi importante dans la mythologie du Chevalier Noir. L'anecdote est maintenant bien connue, Harley Quinn est le premier personnage de comics à avoir été créé pour un autre média. L'Harlequin est d'abord inspiré d'une prestation de l'actrice Arlene Sorkin, qu'il a ensuite doublée en VO, et de la relation amoureuse rocambolesque d'une amie de Paul Dini et Bruce Timm. Harley Quinn apparaît assez tard dans la série par rapport au Joker, c'est dans le 22e épisode, et à première vue, c'était un faire-valoir, un autre accessoire du Joker, un peu plus identifiable que ses hommes de main jetables, et basta. Mais Paul Dini et Bruce Timm aimaient, je pense, très sincèrement leur personnage, et se sont donc vite mis à décortiquer sa psychologie dans des épisodes dédiés qui révèlent à chaque fois des facettes bizarres mais attachantes de sa personnalité haute en couleurs. Elle est imprévisible, un peu beaucoup maniaque sur les bords et se fout totalement de la bienséance. À sa façon, c'est aussi une boule à facettes, pleine de candeur, de désinvolture et surtout de manque de discernement concernant son Monsieur G. À l'époque, l'intention n'était peut-être pas aussi poussée et consciente, mais force est de constater que Harley Quinn, c'est un parangon. Celui d'une femme sous l'emprise d'un homme qui la piétine, la méprise et la manipule comme bon lui semble. Et plutôt que d'en faire une débile qui finalement aurait bien mérité ce qui lui arrive, les deux créateurs en ont fait une figure plus dramatique et touchante en lui écrivant une origin story dans le comics Mad Love. Son histoire, c'est celle d'une femme intelligente, diplômée en psychiatrie et bien installée dans la société qui perd pied, glissant au passage que n'importe quelle femme, n'importe quel individu en fait, peut être victime d'abus, peut être manipulé et aliéné, et c'est pas du tout une question d'intelligence. Même si c'est que dans 2-3 cases, le comics aborde quand même aussi vachement plus frontalement la sexualité d'Harley Quinn, allant au max de ce que la censure leur permettait de faire à l'époque. Et là encore, ça la rend profondément plus humaine que le Joker,
qui lui est parfaitement asexuel, aromantique et juste asocial en fait. Ok, attention parce que là je suis à ça de lâcher le mot féministe. En tout cas, le one-shot a reçu un Eisner avant d'être adapté à la télé en 1997 dans les derniers épisodes des nouvelles aventures de Batman. Il y a aussi des épisodes avec des élans de sororité entre elle et Poison Ivy, même si leur relation est un peu plus ambiguë qu'une franche amitié entre filles. C'est pour ça que d'après moi, la Harley Quinn de la série animée Harley Quinn est la digne héritière de l'original de 92. D'ailleurs, si vous avez jamais regardé, vraiment, je vous la conseille chaudement. Bon, malheureusement, après la série animée Batman, on a eu droit en 95 à Batman Forever, et 2 ans encore après à Batman et Robin, puis la trilogie Nolan qui a relancé la Batmania, et dernièrement The Batman. Quant à Harley Quinn... ouais, non, rien. Mais si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo critique de Joker 2 ou à notre dossier sur le site qui retrace l'évolution du personnage dans les jeux vidéo, les films et les séries. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.